fait gagner un camp contre l'autre, ça fait que de la composition du bureau de l'Assemblée nationale, vous retrouvez par exemple la même tendance qui fait aucune place à la minorité. De la même façon, peut-être que vous allez en parler, Brissoussou, en ce qui concerne la composition de la Sénat, la désignation des membres, puis la composition de la Sénat, qu'on retrouve à peu près la même disposition que l'on a dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que le bureau de la Sénat s'efforcera autant que faire se peut de refléter toutes les tendances. Ça voudrait dire en fait qu'une tendance majoritaire peut prendre en otage la Sénat. Or, nous avons dénoncé les mêmes pratiques en ce qui concerne la composition du bureau de la Sénat. Et de dire qu'une démocratie de 20 ans, c'est pas beaucoup 20 ans, mais 20 ans, c'est quand même pas peu. Qu'une démocratie qui en 20 ans doit commencer à incorporer dans son système des modalités, je dirais des commodités démocratiques qui fassent de la place à la minorité et faire en sorte que ce que vous cristallisez dans la loi aujourd'hui peut jouer contre vous demain. Et une démocratie revancharde ne fait du bien à personne. Merci, nous allons aborder deux autres aspects des modifications. Il y a l'article 7 alinéa 2 qui parle de l'établissement de la LEPI seulement après la validation par les partis, associations intervenant au niveau de la gouvernance. Et nous savons aujourd'hui les difficultés que nous avons par rapport à la réalisation de la LEPI. Alors, certains estiment déjà que le fait de parler de validation pose un problème par rapport à la loi sur la LEPI et le RENA. Parce que c'est encore le droit positif pour l'instant. Oui, je vais vous dire que les textes que moi j'ai lus, les dispositions que j'ai lues, ne me rassurent pas sur la prise en compte des avancées, même critiquables, mais ce sont des avancées que nous avons connues. Et que ça donne l'impression d'anéantir les efforts que les uns et les autres ont fournis, et que ça donne l'impression de reculer. Évidemment, vous posez la question de la validation, et vous devriez l'inscrire dans les circonstances actuelles. Quelles sont les circonstances? Quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, vous avez une commission politique de supervision de laquelle certains groupes de partis sont absents. Vous avez donc une conduite de la LEPI le processus LEPI, qui donne l'impression d'être l'œuvre d'un camp. Et vous retrouvez les acteurs politiques qui sont absents de la CPS au Parlement majoritaire. Et donc, ce que l'on n'a pas pu obtenir à la CPS, on l'intègre dans la loi, et ce que l'on craint ne pas obtenir au Parlement, on le fait au niveau de la CPS. Du coup, le résultat, il est là. Il est, me semble-t-il, relativement catastrophique pour la LEPI. Et de ce point de vue, moi, je voudrais exprimer les inquiétudes les plus fortes par rapport à l'issue de ce processus. Parce que on a l'impression, au fond, que si les acteurs politiques ne s'accordent pas sur la base des réformes qui sont en cours, eh bien, nous allons nous retrouver à une liste manuelle. De toutes les manières, nous allons peut-être en discuter. Quel est le sort de ce processus à partir des différentes configurations? La Cour constitutionnelle casse ou ne casse pas. Voilà. On va finir par là. Je vais y voir. Est-ce que vous pensez qu'il était opportun de mettre dans le texte de loi ce qu'on n'a pas pu obtenir au niveau de la CPS? Parce que c'est justement les critiques qui sont portées, à savoir qu'il faut faire valider par les partis, associations et ONG qui sont dans la gouvernance politique avant que ça ne soit valable. À mon avis, on a dit qu'on attendait des réponses en ce qui concerne les désaccords qu'il y a entre les groupes en présence. Je parlais de la majorité présidentielle et de l'opposition. Justement, la dernière fois, il y a eu une réunion au Palais des Congrès où on a demandé aux principaux partis justement de l'opposition qui devraient venir à une concertation, qui ne sont pas allés. Et il a été dit que c'était à cette occasion-là qu'on devrait leur rendre compte de ce qui a été fait comme correction sur les critiques qui ont été faites. Mais ils ont brillé par leur absence, alors que les documents leur ont été envoyés à l'avance. Vous avez suivi la déclaration de la CPS par rapport à ça? Sur ce plan, faut quand même reconnaître que la commission politique de supervision aurait pu mieux faire, n'est-ce pas? Lorsque on a, même nous autres, qui appuyons le processus, nous avons reçu les documents sur le tard. Il faut le dire, il ne faut pas contourner la vérité. Les documents n'ont pas été mis à la disposition de tous les acteurs. Moi, j'interviens dans le sens de l'espoir de la reprise du dialogue. Mais il faut déjà dire ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, ce qui n'a pas bien fonctionné, c'est que les différentes parties, les différents acteurs n'ont pas eu la documentation appropriée pour opiner.
il faut respecter les partis politiques. Parce que les partis politiques, il y a un rapport de force au sein des partis politiques. Il faut donner le temps aux partis politiques de discuter en leur sein. Il faut donner le temps aux associations de discuter et de pouvoir opiner. Vous avez une journée dont les 3/4 ont été faits en communication. Et de ce point de vue, quel est le moment de discussion réel sur le processus? Juste cette parenthèse sur ce qui s'est passé et que nous regrettons, nous souhaitons que le dialogue puisse reprendre et que finalement les acteurs politiques ratifient, j'allais dire délibèrent sur les différentes étapes du processus qui ont été... Oui, donc je constate bien effectivement qu'il y a un désaccord sur le sujet entre les acteurs politiques et le désaccord a été prolongé dans la loi. Et après le vote de la loi, on constate encore le même désaccord. Et les dispositions transitoires et finales que l'on retrouve dans le titre 10 de la loi portant règle générale Brissoussou posent un vrai problème de droit que la Cour constitutionnelle va devoir régler. En fait, si tout le monde est suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle sur le contrôle de constitutionnalité de cette loi, c'est entre autres, non pas forcément pour la parité ou l'incitation au favoritisme en ce qui concerne les femmes. Ce n'est pas que ça. Il y a un vrai problème et la Cour va devoir elle-même se positionner sur la question de la LEPI. La Cour a rendu une décision. La Cour constitutionnelle a rendu une décision. La décision de la Cour constitutionnelle, c'est de dire, écoutez, en raison d'un certain nombre d'objectifs et de principes à valeur constitutionnelle, notamment de transparence, notamment de sincérité du vote, il semble indispensable de coller à un certain nombre de traités internationaux, de directives, mais également d'objectifs à valeur constitutionnelle et d'imposer la LEPI. La Cour constitutionnelle a défendu et a cassé la loi, a déclaré le contraire à la Constitution, la loi d'abrogation de la LEPI. Donc, la Cour se positionne pour la réalisation de la LEPI. Et donc, le législateur, à la suite de cette décision qui est rendue par la Cour constitutionnelle, dit quand même dans les dispositions transitoires qu'on va devoir revenir à la liste électorale sécurisée, qui n'est rien d'autre que les listes que nous avons l'habitude d'expérimenter en fonction des désaccords, en fonction des dysfonctionnements qu'il y a dans la réalisation de la LEPI. Alors, simplement, Brissoussou, d'une part, vous avez la majorité présidentielle qui estime qu'on n'a pas fait autant d'efforts pour ne pas aller aux élections de 2011 avec la LEPI et avec un certain nombre d'organisations de la société civile qui disent l'obligation d'aller avec la LEPI en raison des problèmes que nous connaissons avec les listes manuelles. Et de l'autre côté, vous avez les forces d'opposition qui estiment que les conditions de consensus, de transparence ne sont pas réunies pour aller à la LEPI. Alors la Cour constitutionnelle va devoir répondre à une question très précise. C'est-à-dire que quand elle rend sa décision, quand la Cour constitutionnelle rend sa décision sur la loi d'abrogation de la LEPI, est-ce qu'elle formulait le vœu ou est-ce qu'elle disait précisément, est-ce qu'elle disposait que la LEPI doit être utilisée pour les élections de 2011 ou elle défend simplement le principe d'avoir une liste électorale fiable, transparente et sincère pour l'avenir? Donc elle devra s'en expliquer dans la prochaine décision. À mon avis, pour clarifier l'ancienne décision. À mon avis, Brissoussou, si la Cour constitutionnelle rend décision de constitutionnalité sur cette loi, sans dire précisément ce qu'il faut faire, je vous assure qu'on est dans l'impasse. De savoir si on va aux élections avec la LEPI ou si on y retourne avec une loi électorale sécurisée. Donc, grosso modo, on sera livré au rapport de force entre les acteurs politiques. Et à mon avis, la vie politique ne peut pas s'accommoder que de rapports de force. Donc la Cour constitutionnelle va devoir répondre à la question de savoir, quand elle rend sa décision, est-ce que la LEPI c'est pour les élections de 2011, conformément à ce que dit c'était, ou est-ce simplement que la Cour met en perspective l'importance de réaliser une liste électorale fiable pour l'avenir? Justement, Mathias Zumpe, est-ce que vous pensez que nous pourrons, au regard de l'observation que vous faites de l'évolution de la classe politique par rapport à cette situation, est-ce que vous pensez que véritablement nous pourrons faire les élections de 2011 avec la LEPI, ou alors peut-être nous allons nous rabattre sur la mesure préventive qui est prévue dans la nouvelle loi, à savoir qu'au cas où on n'aurait pas la LEPI, on irait à ces élections-là probablement avec une liste électorale sécurisée? Disons que je parlerai à peu près comme ceux qui ont en charge la gestion du processus aujourd'hui, c'est la CPS. Je crois que les dernières fois où j'ai entendu le superviseur général, disons que le langage est passé déjà de la LEPI pour 2011 à nous aviserons à l'approche des élections si nous avons la LEPI ou non. Et donc je l'ai même entendu dire que lui n'a pas un problème de délai par rapport à la LEPI. Et donc de mon point de vue, je pense que c'est ma position aujourd'hui par rapport à cette question, c'est que qu'on ait la LEPI avant 2011 ou non. Il est possible que, et je rejoins le professeur Diogbenou par rapport à cela,
que tout ce qu'on a fait jusque-là dans le cadre de ce processus-là, il y a un produit intermédiaire entre la liste manuelle, dont tout le monde connaît les insuffisances, tout le monde connaît, n'est-ce pas, l'État, et la LEPI. Il peut y avoir un produit intermédiaire déjà beaucoup plus fiable que la liste manuelle qui peut être utilisée. Et c'est là où également, je dis, au lieu de se rabattre sur les dispositions transitoires que vous voyez dans le dernier titre, je crois, de la loi portant règle générale, l'idée de procéder à une validation est une bonne idée pour moi. Mais cette idée n'est bonne que si tous les acteurs sont de bonne foi. Ce que j'entends par là, ça veut dire que si quelqu'un d'objectif vous apporte la preuve que le produit intermédiaire qu'on peut tirer est de bonne qualité, tout le monde va s'aligner. Parce que lorsqu'il y a un seul camp qui n'est pas de bonne foi, ce que je veux dire par là, s'il y a un camp qui décide que moi, quel que soit ce que vous tirerez de ça, je ne veux pas l'utiliser, vous pouvez apporter toutes les preuves, ça ne marchera pas. Et donc je pense que si on y va avec la bonne foi pour dire, nous on veut savoir si c'est bon, on va l'utiliser, alors je pense qu'on peut trouver le mécanisme. Et il y a des organisations de la société civile au Bénin, il y a des experts, on a des compétences au Bénin qui sont capables d'apprécier, n'est-ce pas, le résultat de la cartographie censitaire, qui sont capables d'apprécier les résultats du recensement porte-à-porte et de dire, voilà la fiabilité et la marge d'incertitude qu'il y a là-dessus. Et je pense que tous les acteurs politiques peuvent s'entendre pour dire, c'est suffisamment fiable, ça ne sera jamais parfait ni exact. Je vais donner un exemple pour finir sur cette question pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une liste exacte si les acteurs politiques peuvent comprendre la marge d'incertitude qu'il y a. Vous savez qu'aux élections générales du Ghana la dernière fois, vous savez le nombre d'électeurs sur lequel il y avait des incertitudes. Il y avait des incertitudes sur entre 800 000 et 1 million d'électeurs. Et pourtant, ils sont allés aux élections. Et vous avez vu l'écart entre les deux premiers, c'était moins de 50 000 voix. Donc je pense que entre nous, lorsque les acteurs politiques peuvent s'élever au-dessus des contingences particularistes, c'est la difficulté que nous n'arrivons pas à surmonter. Juste deux mots sur la question de la liste électorale, telle que prévue par cette disposition. D'abord, il faut quand même que nous partions de ce qui semble déjà être un accord politique. Vous voyez la proposition de loi de Tiabisika, vous voyez la proposition de loi de l'Union fait la Nation et de, je crois, du groupe G13. Toutes ces propositions de loi vont dans le sens d'une liste électorale spécialisée mais informatisée, qui prennent en considération ce que nous avons. Mais cette disposition regresse par rapport à cette avancée. Première observation. Deuxième observation, mais elle est irréalisable. Vous savez que cette disposition a prévu de nouveaux kits. Et quel est le coût de ces nouveaux kits? Et quel est le délai de cette... Elle est parfaitement irréalisable. De sorte que, évidemment, et c'est là, moi, ma conclusion, en réalité, cette disposition nous ramène à la loi de 2005 sur les listes manuelles. Si l'on escompte le fait que la Cour constitutionnelle va décider, il y aura du retard, nous allons tomber dans les délais qui ne permettraient pas de faire une réforme pertinente et que nous allons simplement conduire, puisqu'il n'y a pas de vide juridique, Cette disposition a peut-être été prévue par les députés de la majorité, peut-être parce que quand on prend la proposition de Tiabisika, elle disait qu'il faut aller à la liste sécurisée, informatisée, mais en prenant comme base le recensement tel que fait actuellement par la CPS, recensement contesté par les autres. Et il me semble que c'est en réaction à cela que cette disposition est proposée. Et donc c'est des questions de l'air qui sont réglées au travers d'une loi, comme vous l'avez dit. Nous allons avancer rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour finir l'émission. La question de la composition des membres de la Commission électorale nationale autonome. La Sénat, structure principale, 11 membres, de 17 à 11 membres. Souci d'économie, nous a-t-on dit. Mais dans le même temps, les opérationnels sur le terrain, à savoir les commissions électorales départementales, les commissions électorales communales et d'arrondissement, ont été augmentés en nombre. Est-ce que vous pensez que ce souci-là est partagé sur l'ensemble? Ou comment vous justifiez, ou comment vous essayez d'expliquer cette modification qui est faite? Les justifications sont séduisantes. Il n'y a pas de citoyen béninois. Moi, je suis un contribuable. Quand ça ne va pas au trésor public, on demande est-ce que les avocats ont payé? Est-ce qu'il a payé? On commence par voir combien de voitures il a. Redressement judiciaire. Exactement. Redressement fiscal. Je suis... Fiscal, oui. Voilà. Et là, ça m'intéresse de dire qu'au lieu de 17 ou 25 membres, on va me demander de payer 11 membres. Les justifications sont séduisantes, mais les motivations ne le sont pas. Oui. Parce que de deuxième part, on va regarder le mode de désignation.
Et le mode de désignation nous permet de découvrir les motivations. Les motivations, c'est que dans l'ancienne loi, vous êtes totalement majoritaire, mais nous allons faire en sorte que nous puissions être majoritaires. Et vous voyez ça même dans ce qu'on a appelé la désignation du représentant de la société civile.